Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez devant vos écrans. Merci de revenir de nouveau sur les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7. Les réseaux de la diaspora sont suivis sur Internet au www.dn247.net. Aujourd'hui, nous avons un grand privilège de recevoir sur notre plateau un monsieur qui est très actif, très dynamique au sein de la communauté congolaise, la diaspora congolaise établie à Toronto. Il s'agit bien entendu du docteur Camille Ilunga Kalala qui est à ma gauche, que je reçois sur ce plateau. Avec lui, je vais discuter d'un sujet qui touche toutes les familles des Congolais, pas seulement Congolais. Il me corrigera tout à l'heure, éventuellement des autres familles africaines. Il s'agit de cours de tutorat accordés aux enfants pour leur permettre de se rattraper et de se mettre à jour avec leurs cours de français, d'anglais, mathématiques et autres, tels qu'il va vous l'exposer. Donc pour le moment, l'instant, je vous demande d'accueillir mon invité. Bonjour docteur. Bonjour. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir quand je te reçois. Tu es vraiment une grande ressource pour nous. Vous détenez beaucoup d'informations qui nous intéressent et qui intéressent également notre audience. Ouais. Alors aujourd'hui, nous discuterons d'un programme dans le cadre de votre organisation. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous demande peut-être de vous présenter auprès de nos auditeurs et on va aller dans le vif directement de notre sujet. Avant tout, merci beaucoup, chers frères et compatriotes Aimé Kabouya, pour l'invitation à cette émission. Personnellement, je suis effectivement Dr Ilunga Kalala, le président de l'Association des Congolais de l'Ontario. Nous sommes ici à Toronto. Aujourd'hui, je suis là pour parler aux compatriotes de différents programmes que nous avons pour le bien de nos familles, le bien de notre communauté, son épanouissement ici au Canada. Son épanouissement au Canada, bien entendu, soyez les bienvenus, docteur. Docteur, pouvez-nous, avant que nous passions un peu à travers les messages que nous allons passer à nos auditeurs, nous parler de l'ACO. Qui représente l'ACO exactement? C'est quoi l'ACO? L'ACO, c'est l'Association des Congolais de l'Ontario. Comme vous le savez, il y a 2 ans, l'ACO a vu le jour. Dernièrement, au mois de septembre, nous avons tenu notre assemblée générale de fin de mandat. Oui, l'ACO représente le Congolais de Toronto et de toutes les villes périphériques. Mais comme vous le savez, il y a effectivement une forme de bicéphalisme au niveau de la communauté. On doit travailler en faveur de notre unité, car l'unité fait la force. Bref, nous représentons les Congolais de Toronto et des villes périphériques. Tant mieux, je souligne néanmoins pour nos amis de Toronto que cette émission ne touche pas sur la dualité de ce qui existe à Toronto, du moins sur le plan communautaire. Docteur, au courant de la semaine, il y a 2 semaines pratiquement, nous avons tous reçu un communiqué qui était intitulé Communiqué aux parents. Alors, vous nous faites part d'un programme, je crois académique, des cours de rattrapage. De quoi s'agit-il au juste? En fait, le communiqué aux parents auquel vous faites allusion, c'est nous venons de démarrer une nouvelle année scolaire. Comme vous le savez, l'activité principale au niveau de notre association Congolais de l'Ontario, c'est la formation de la jeunesse. Donc le programme de tutorat à nos enfants, nous donnons le cours, donc on aide les enfants avec leurs devoirs. Et puis, dans tous les cours où ils sont faibles, principalement dans les cours de sciences et de français. Alors, pourquoi ce programme? Nous avons lancé ce programme pour répondre à un besoin qui est là dans la communauté. Comme vous le savez, ici dans la diaspora, la majorité de parents qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, en tout cas, presque tous nous avons des grands diplômes. Mais quand vous entrez maintenant dans la génération de nos enfants, c'est pas beaucoup qui dépassent le cap de 12e année secondaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de... 12e année qu'on considère au Congo, par exemple, 6e année. 6e année secondaire. Alors, le taux de décrochage, il est très élevé parmi nos enfants. Ce qui fait que si on ne s'organise pas, nous risquons d'avoir après nous une génération de jeunes qui ne pourra pas égaler notre niveau académique. Donc, on aura, d'après nous, peut-être on n'aura pas à bien contribuer dans l'épanouissement du Canada et du Congo.
Alors, comme vous le savez aussi, beaucoup de nos enfants, avant de terminer les humanités secondaires, passent par certains services de carcération ici. Ils sont en prison pour X ou Y raison. On parle des adolescents. Des adolescents. Alors, les adolescents, ils ont facilement accès au monde du travail. Et là, dès qu'ils touchent leurs 15, 16, jusqu'à $20 de l'heure, ils sont en mesure de s'acheter une voiture, ils trouvent qu'ils sont arrivés. Alors, d'où notre programme voudrait corriger, préparer l'avenir de notre jeunesse ici au Canada. De toute façon, vous objectifs à long terme. À long terme. Mais vous avez tout à l'heure, je vous coupe à la parole, docteur, parlé des chiffres statistiques qui démontrent que les enfants congolais, ou du moins africains, je pense que le focus est sur les enfants congolais, ont un taux de décrochage assez élevé. Sur base de quel élément vous dites ça? Oui, ici en Ontario et même au Québec, le taux de décrochage, il dépasserait les 10%. Oui, là c'est pour être vraiment modeste. C'est un grand cri d'alarme qui est déjà d'ailleurs lancé par le monde politique au Québec et même ici. Et quand nous sommes allés faire des recherches, dans le cadre toujours de notre programme, on a vu qu'effectivement il est élevé. Et quand nous prenons le petit échantillon de notre communauté, nous avons des preuves où beaucoup de nos enfants, avant même de terminer les humanités, commencent à travailler. Dès qu'ils goûtent à l'argent, c'est fini. Tout à fait. Oui. Alors, nous allons maintenant essayer de contribuer à corriger cet élément-là. Parce que si on ne le fait pas, il y a un grand risque à ce que la génération qui va nous remplacer soit celle des adultes qui n'auront pas fini l'université. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que je pense, si je me souviens bien, vous avez déjà ces programmes ici au niveau de Toronto depuis un certain temps. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que vous avez un certain nombre de professeurs qualifiés. Mais qu'est-ce qui a changé? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est quoi ce grand départ là? Parce que vous parlez d'une date du 15 novembre au collège ou à l'école Sacré-Cœur. Oui. Alors, ce programme existe depuis 2 ans. Et nous travaillons au croisement des avenues Dundas et Jarvis. Et là, ici à Toronto, et c'était au bureau du regroupement des femmes immigrantes. Le REFIF. Alors, de Maman Yvonne Kabea. C'est elle qui nous a toujours aidés avec ces locaux pour tenir ce programme. Étant donné que maintenant le REFIF a changé d'adresse, au lieu d'être à Toronto, maintenant il est à Mississauga. Nous sommes allés chercher un partenariat avec une école francophone de la place. Et ça, c'est l'école primaire Sacré-Cœur. Alors, la directrice qui est vraiment très contente de voir ce programme se poursuivre dans son école, nous a effectivement invités. Et le 15 novembre, ça sera un jeudi, à 17h30, nous commençons l'enregistrement ou carrément l'inscription des enfants. Donc, c'est pourquoi nous lançons un vibrant appel aux parents qui nous suivent d'amener leurs enfants ou de venir inscrire leurs enfants le 15, c'est un jeudi, à 17h30, à l'école Sacré-Cœur, qui est située au 98, la rue Essex. Donc, la station Subway la plus proche, c'est la station, elle m'échappe, le nom va venir. Ce n'est pas vers Bloor ou bien Sherbourne? Non, c'est sur la station, le nom va venir. Mais de toute façon, vous verrez l'adresse défiler sur notre écran. Donc, 98 Essex, E-S-S-E-X, Street. Le code postal, c'est M6G 1T3. Y a-t-il une raison qui justifie le choix de l'école Sacré-Cœur? Le choix, c'est tout simplement parce qu'avant, l'école Sacré-Cœur était située vraiment au centre-ville de Toronto. Et la plupart de nos familles vivent autour. Mais comme ils ont changé d'adresse, et que de 2, c'est une école francophone, de 3, la directrice de l'école, elle est elle-même très enthousiasmée par le programme, ce qui fait un bon partenariat pour nous permettre de bien fonctionner là. Mais là, vous avez parlé des inscriptions. Vous parlez des inscriptions, mais vous ne parlez pas tellement de la date butoir où vous allez commencer les programmes. Pourquoi vous n'avez pas encore commencé? Pourquoi vous ne donnez pas une date précise
Quand est-ce que le programme va commencer après l'inscription? Oui, nous osons croire que nous allons démarrer après les fêtes, sûrement au mois de janvier. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, je viens de vous l'expliquer, nous avons fonctionné pendant 2 ans sans aucun appui extérieur, avec nos propres moyens. C'est effectivement épuisant. Quand vous parlez des appuis, vous parlez des ressources financières. Ressources financières. C'est effectivement épuisant parce que nous avons les parents qui viennent de très loin. Pour ceux qui connaissent Toronto et les environs, il y en a qui viennent de Scarborough, il y en a qui viennent d'Ajax, il y en a qui viennent de Oakville et de Mississauga, très proche de Brampton. Alors, on dépense et dans son argent et dans son temps, d'où ça demande effectivement des ressources financières. Jusque-là, ce que nous demandions aux parents, c'était tout simplement $15 par famille, même si vous avez 2, 3, 4 enfants. $15 par semaine. Par famille pour toute l'année de formation. Oui. Alors, on pourra garder la même somme, on pourra demander un peu plus, mais ce que nous voulons, c'est que tout simplement les parents comprennent, ceux qui veulent soutenir le programme dans la communauté, qu'ils puissent nous aider, nous soutenir, parce que nous avons, en dehors du tutorat, comme souvent le programme se passe autour de midi 13h, nous offrons toujours une collation aux enfants. N'oubliez pas que, en dehors du tutorat scolaire, nous avons aussi un tutorat musical. Le tutorat musical, lui, c'est toujours tenu chaque 2e samedi du mois. Alors, ce qui fait que nous offrons 2 collations, et du côté tutorat scolaire et du côté tutorat musical. En plus de cela, nous devons payer le transport aux moniteurs, principalement les moniteurs, oui, une forme de per diem. Et tout ça, ça ne vient que de nous-mêmes, de nos cotisations. C'est pourquoi nous voudrions d'ici là lancer un appel aux parents, à tous les compatriotes qui voudraient bien voir ce programme aller de l'avant, nous venir en aide, afin que quand on va démarrer après les fêtes, nous ayons assez de moyens pour offrir la collation aux enfants et assurer aussi le moyen de transport aux moniteurs. Mais docteur, vous exécutez ce programme dans le cadre d'un organisme communautaire, du moins incorporé autre. Tout à fait. Mais vous devez être aussi informé qu'il existe des fonds que le gouvernement met justement à la disposition des organismes pour les assister à promouvoir et à faire justement ce que vous êtes en train de faire au niveau, n'est-ce pas, de la communauté. Est-ce que vous avez pensé au cas où, parce qu'il faut dire la vérité, la plupart des parents, dans des conditions des enfants en difficulté, ce sont souvent des parents à faible revenu. Qu'adviendrait pour les parents qui ne peuvent pas se permettre ces $15 alors qu'il y a des fonds qui sont importants, qui sont dans les ministères tels que Immigration, Patrimoine Canada, Fondation Trilon et autres. Avez-vous aussi éventuellement une volonté d'aller recourir à ces fonds ou bien vous dites non, travaillons d'abord nous-mêmes et puis par la suite on verra? Oui, votre question est très pertinente et merci beaucoup. Effectivement, nous frappons à presque toutes les portes. Bon, il y en a qui sont en train de s'ouvrir et nous osons croire que d'ici quelques mois, on pourra effectivement avoir les ressources qu'il nous faut. Mais comme vous le savez, on ne peut pas nous aider si nous-mêmes nous ne faisons rien. La preuve est là, ça fait 2 ans qu'on fonctionne sans aucun soutien. Et nous avons déjà commencé des contacts, mais le gouvernement et autres veut vous voir à l'action. Et quand vous demandez de l'aide, on vous demande ce que vous avez dans ce que vous demandez. Donc il n'y a rien qui va venir, que vous allez obtenir gratuitement, non. Mais comment vous quantifiez les résultats de toute la période où vous avez offert ces services? Est-ce que vous avez senti un changement? Vous avez senti des améliorations auprès des élèves participants ou participantes? Effectivement, il y en a de ces parents qui trouvent que c'est très très capital. Je vous donne un exemple. Nous avons par exemple certains parents qui ne sont même pas congolais et qui sont issus des familles monoparentales. Alors quand vous êtes issu d'une famille monoparentale où la maman ne parle que anglais, elle voudra que ses enfants parlent français, vous voyez à quel niveau elle peut être intéressée. Et d'ailleurs, ce sont des parents qui nous appellent: quand est-ce que vous allez commencer? Pourquoi tel samedi il y a eu annulation de programme? Alors, les parents sont effectivement intéressés, nos enseignants sont intéressés et nous trouvons que c'est un programme qui a de l'avenir et on essaie de frapper à toutes les portes pour trouver de l'aide. Avant d'arriver peut-être à la dernière question pour cette entrevue, est-ce qu'il y a un nombre limite d'inscriptions que vous attendez? Est-ce que vous avez un nombre 20, 30, 50 pour que si jamais les nombres étaient beaucoup plus importants, vous pourrez prendre d'autres dispositions? Non, il n'y a pas de limite sur l'effectif.
Mais sinon, nous sommes préparés parce que là, le tutorat, il a toujours été ici à Toronto. Nous sommes en partenariat avec le centre d'encadrement familial qui doit ouvrir ses portes du côté de Scarborough. Là, c'est pour dire que les parents... Avec Madame Jackie Mbouyamba. Effectivement. Avec Maman Jackie, on va démarrer de ce côté-là, de sorte que les familles qui sont du côté de Scarborough et même du côté d'Ajax puissent trouver un endroit proche et nous allons nous occuper de ce côté. Je crois que d'ici, dès que nous terminons cette année, l'année prochaine, on pourra aussi ouvrir un autre centre du côté de Brampton. Parce qu'il y a déjà une demande de ce côté-là. Ce que nous voulons, c'est que nous soyons vraiment bien organisés ici au centre pour que d'ici l'année prochaine, Scarborough ouvre et que de l'autre côté, à l'ouest, Brampton, effectivement. Effectivement. Ben c'est ça. Alors, chère madame, chers messieurs, vous qui suivez notre émission, vous savez, il y a une réalité qui est à Toronto. La réalité dont parle le docteur Camille Ilunga est une réalité auquel nous sommes informés. Non seulement que la plupart des parents doivent être impliqués dans le processus, parce que de ce que nous remarquons souvent, c'est que en Afrique, par exemple, d'où proviennent la plupart des parents, les parents donnent les enfants à la charge de l'école qui s'occupe de tout, des devoirs et autres. Alors qu'ici, le conseil scolaire encourage que les parents soient impliqués dans le processus d'apprentissage, dans la formation, en tant que tel. Connaissons aussi la réalité de nos communautés qui sont de nouvelles arrivants. Ici, dans la ville de Toronto, les parents ont souvent 2-3 jobs, ce qui fait qu'il est pratiquement difficile de faire un suivi approprié aux devoirs, ainsi de suite. C'est ça, c'est pourquoi ce programme a effectivement sa place capitale au sein de la communauté pour son épanouissement. Bien entendu. Est-ce que vous avez un dernier mot ainsi que vos perspectives d'avenir par rapport au programme de cours de rattrapage, et puis on discutera d'un autre programme dont vous m'avez parlé, un programme humanitaire pour les victimes de l'Est du Congo? Oui, pour revenir et carrément clôturer avec ce programme de tutorat, je lance encore une fois un appel à vous, chers compatriotes, chers parents. Vous savez vous-même dans quelles conditions nous vivons ici. Il y en a de nos familles qui sont carrément monoparentales. Il y en a de ces parents qui travaillent, qui ont 2-3 jobs. Et des fois, nos enfants sont laissés. Ils restent seuls à la maison, ils doivent se débrouiller avec leurs devoirs. Et vous savez vous-même que le taux de décrochage est très élevé. Alors, nous avons un groupe d'enseignants qualifiés de Toronto School Board et qui sont là. Ils travaillent déjà comme enseignants. Ils offrent un peu de leur temps à notre communauté et à d'autres familles canadiennes. Donc, la balle est dans votre camp. Venez. Le communiqué est là. Mon numéro de téléphone pour me joindre, c'est le 647-766-9473. À l'adresse de l'inscription, c'est à l'école Sacré-Cœur, au numéro 98 Essex Street. Le 15, c'est jeudi de la semaine prochaine à 17h30. Donc, vous avez ce rendez-vous-là. Venez vous joindre à nous pour le développement de notre communauté, l'épanouissement de nos familles et de nos enfants. Vous n'aurez pas de raison ou de justification pour justifier pourquoi votre enfant a décroché. Vous n'aurez pas d'excuses pour nous expliquer pourquoi votre enfant n'a pas reçu. Vous avez là un programme gratuit. $15 pour toute une année, c'est peu que ce que nous dépensons par moment pour nos cafés, nos candies et ainsi de suite. Donc, nous vous encourageons à contacter Dr Camille Ilunga pour que vous puissiez inscrire votre enfant pour qu'il puisse bénéficier, bien entendu, de ces programmes. Dr Camille, vous avez parlé avant qu'on termine notre émission d'un autre programme. Vous avez dit que vous avez une initiative pour les ressortissants de l'Est du Congo. De quoi s'agit-il au juste? Oui, au niveau de notre association de Congolais de l'Ontario, nous avons lancé une action humanitaire. Vous savez que c'est depuis le mois d'avril dernier qu'il y a eu une forme de mutinerie à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons eu jusqu'à plus de 50 000 réfugiés congolais qu'on a répertoriés au Rwanda et en Ouganda. Plus de 250 000 déplacés de guerre. Donc nous avons nos frères et nos sœurs qui souffrent à l'est du pays, qui ont besoin de l'aide. Nous sommes en contact avec Caritas Goma
qui a accepté de nous offrir son aide pour qu'on puisse atteindre ces compatriotes qui souffrent. Alors, nous avons créé un website de circonstances, c'est www.assistance, Congo.org. Si vous allez dans ce website, vous pouvez effectivement voir qui nous sommes, effectuer votre paiement, et là c'est par notre compte de l'ACO ou alors par le moyen PayPal. Avec votre carte de crédit, la sécurité elle est à 100%, vous effectuez votre paiement et il y aura le suivi. Et ici nous sommes en train déjà de battre campagne. Au mois de décembre ou début janvier, nous allons organiser une soirée culturelle pour prier pour le Congo et aussi faire carrément un levée de fonds pour aller assister les compatriotes. Mais qu'est-ce que quand on parle de victimes de guerre, vous avez donné une estimation de 250 000 personnes. Plus de 250. C'est bien au-delà, puisque ça fait plus de 16 ans que cette crise humanitaire dure à l'est du Congo, sans compter les viols et ainsi de suite. Ouais. À quoi va servir le fonds que les Congolais ou les Canadiens, les amis du Congo, vont contribuer à votre projet? Quelles sont les priorités là? Est-ce que les femmes violées, les enfants abandonnés, les enfants enrôlés dans la guerre? À quoi va servir le fonds qui vous seront donnés à travers Oui, d'après ce que le directeur de Caritas Canada, de Caritas Goma, nous avait dit, comme les gens dorment à la belle étoile, ils ont effectivement besoin de literie, de quoi se couvrir, se protéger contre les intempéries et aussi la nourriture, les médicaments. C'est pourquoi nous frappons même à différentes portes de firmes pharmaceutiques et autres. Les compatriotes qui sont à l'Est ont besoin de tout. Ils ont besoin, parce que vous le savez, les mamans qui vont au champ sont violées, donc les gens ne vont plus au champ. Quand les gens tombent malades, comme ils n'ont pas d'assurance maladie, ils ne savent pas où aller. Vous vous rappelez, on nous a même parlé de l'hôpital Panzi, du docteur Makwenge, qui s'est déplacé en Suisse. Alors vous voyez que les besoins sont énormes. Même les responsables de l'ONU qui se sont déplacés sur place ont trouvé que c'est énorme. Mais si nous, en tant que diaspora, nous allons vers nos compatriotes, avec le peu qu'on peut trouver, ça va toujours faire une différence. Y a-t-il des raisons pour lesquelles vous n'avez pas collaboré directement avec l'hôpital Panzi, qui est connu de tous, vous avez préféré une alternative? Jusque-là, Caritas, comme Caritas est situé à Goma, et que Goma est à quelques kilomètres de Rutshuru et autres, là où il y a la guerre, les gens beaucoup plus arrivent à Goma. Oui, l'hôpital Panzi, c'est à Bukavu. Oui, Bukavu qui est au sud, est loin, mais ça ne nous empêche pas, en fonction de ce qu'on peut obtenir comme aide, d'entrer en contact avec l'hôpital Panzi pour voir comment est-ce que nous pouvons aussi apporter de l'aide. Je crois que tout ça, nous allons mettre dans les projets qui peuvent venir, parce que nous, au niveau de l'ACO, non seulement nous voulons organiser notre communauté ici, nous voulons aussi voir ce que nous pouvons apporter pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, rien à faire, on entrera en contact avec l'hôpital Panzi, principalement Dr Makwenge, pour voir ce que nous pouvons faire, mais tout ça c'est en rapport avec ce qu'on aura à trouver ici sur place. Docteur, ma dernière question, mon émission s'appelle « Si nous nous disons tout, vérité sans tabou ». Question sans tabou, quel est le rôle des ressortissants du Kivu dans la lutte que mènent les Congolais ensemble, y compris votre organisation, pour mettre fin aux problématiques que nous rencontrons au niveau de la région de l'Est en tant que telle? Est-ce que les Kivusiens qui nous regardent, qui nous suivent, sont directement impliqués? Quel est leur input? Je vous pose cette question pourquoi? Parce que j'ai eu sur ces podiums des personnes qui se sont dit les Congolais sont debout, mais on sent l'absence des ressortissants du Kivu. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire à ce sujet? Oui. Vous voyez, personnellement, j'ai grandi à l'Est de la République démocratique du Congo. Je connais bien le Burundi, l'Est du Congo. J'ai été à Rutshuru, Bunagana, Nyamirima. Partout là-bas, je connais. J'ai circulé quand la guerre de l'Est a commencé, du moins l'entrée des FPR au Rwanda, à l'époque où notre armée avec le général Feu Mayele est arrivé.